Et donc, avançons, troisième joueur du jour. Passons sur Bojan Bogdanovic, du coup, que toi t'avais classé assez haut, je crois, hein, deuxième, Ouais. deuxième de ta QV du jour. Et donc, Bojan Bogdanovic, 6 saisons sur la décennie, 14 points de moyenne, 28 minutes de jeu par match en moyenne, 13 000 minutes, donc c'est quand même le 130e de la décennie. C'est pas mal en termes de minutage total. 462 matchs, pas de palmarès non plus, zéro récompense individuelle pour Bojan Bogdanovic, à part une All-Rookie Team en 2015. Bon, c'est pas grand-chose. Pas de comparaison de NBADraft.net et de Draft Express, bizarrement, alors que c'était un peu la période, mais voilà, il est passé sous les radars, on va dire. Bah, je crois qu'il n'était pas évoqué au moment de la draft. C'est que Oui, plus tard, quand il a cartonné en Euroleague, qu'il a commencé à intéresser, y compris les Draft Express, tout ça. Mais c'est en tant que joueur de 24-25 ans, quoi. oui, tout à fait, tout à fait. Et son surnom, c'est juste Bogey, B-O-G-E-Y, Bogey pour, Ouais. voilà. Euh, Au niveau de son parcours, donc rapidement, effectivement, il a 21 ans au début de notre décennie, et c'est le 31e pick de la draft 2011, du coup, donc l'année d'après, en fin de quasiment 22 ans, donc. Mais en fait, il est pro depuis quasiment 2004, Bogdanovic. Il a commencé extrêmement jeune, notamment il était passé par le Real Madrid et par certains clubs aussi de son pays, mais bref, et donc 2011, il est 31e pick de la draft, mais il va passer 4 saisons au Fenerbahçe, du coup, entre 2011 et 2014 avant d'arriver du coup en NBA. Et donc effectivement, en 2015, il commence en NBA, mais il a déjà comme tu dis, 24-25 ans. Et il commence à Brooklyn, du coup, il fait 9 points de moyenne et 24 minutes de jeu par match. Déjà, plutôt bon temps de jeu hein, pour un rookie. 78 matchs aussi cette année-là, donc il joue toute l'année. Et en playoff, ça tombe, c'est la fameuse équipe coachée par Lionel Hollins et qui fera les playoffs contre Atlanta au premier tour. Donc voilà pour 2015 pour Bogdanovic. 2016, son temps de jeu monte à 27 minutes de jeu par match, 11 points de moyenne. Titulaire d'ailleurs cette année 39 fois sur 79 matchs, donc il commence un peu à gagner sa place de titulaire. Pas de playoff malheureusement pour cette équipe des Nets en 2016. 2017, il fait 55 matchs du côté de Brooklyn, mais les Nets sont très très mauvais et il est échangé à mi-saison du côté de Washington, la belle équipe de Washington des John Wall, Bradley Beal, Gortat, Nene, etc. Et il fera une vingtaine de matchs à Washington. Il sera aussi du run de playoff avec ces Washington qui auraient pu aller en finale de conférence mais qui se fait sortir au deuxième tour par Boston, la rivalité. Et d'ailleurs, il se fait échanger parce qu'il était en fin de contrat, du coup. Donc Brooklyn a échangé pour avoir un truc en retour pour 6 mois. Et donc, du coup, il est free agent été 2017 et il signe à Indiana. Et c'est un peu là qu'on a les meilleures années sans doute de la décennie, peut-être pas de la carrière, mais de la décennie de Bogdanovic, puisque 2018, il fait partie de cette belle équipe un peu surprise, avec Oladipo qui émerge en tant que go-to guy surprise, lui aussi. Et donc, Bogdanovic, 14 points de moyenne cette année-là, en tant que lieutenant, on va dire. 31 minutes de jeu par match, donc un temps de jeu gros temps de jeu titulaire. En playoff, ça tombe contre Cleveland au premier tour. Je crois que c'est la seule équipe de la décennie à avoir fait disputer une série en 7 matchs à LeBron James au premier tour. Hmm. D'habitude, il expédiait ça. Et donc, c'est un peu la surprise, 2018. Et puis 2019, toujours avec les Pacers, 18 points de moyenne, 32 minutes de jeu par match pour Bogdanovic. En playoff, cette fois, ça tombe au premier tour contre Boston, cette année-là, de Irving et de Hayward et de Tatum, etc. Et puis free agency, il va à Utah pour la dernière année de notre décennie. Et il fait un peu partie du renouveau offensif de ce Utah. 20 points de moyenne à Utah, 33 minutes de jeu par match. Il fait partie de cet excellent spacing et cette excellente attaque, mais malheureusement éliminé au premier tour des playoffs dans la bulle. La série contre Denver en 7 matchs, série dantesque, notamment offensivement. Mais bref, donc c'est vrai que pour te lancer sur son profil, joueur offensif très sympathique, mais j'ai envie de te poser la question, à quel point? Bah, déjà, je pense qu'on peut déjà découper cette décennie un peu en deux parties. Une partie où il est role player, scoreur d'appoint, et une deuxième partie sur la fin où il est une force offensive, quoi, un pilier offensif, un pourvoyeur de points important, quoi. Oui, enfin, au début, c'est vraiment un role player un peu classique, un peu shooter, voilà, qui a en fait qui est surtout reconnu pour son shoot à distance avec. C'est pas juste de l'adresse, c'est aussi du shoot qui peut prendre avec pas beaucoup d'espace, avec quelqu'un sur la tête, qui peut prendre assez vite. Donc c'est un peu ce côté peut-être. L'adresse c'est pas forcément représentative de sa qualité pure de shooter, même si c'est de bonnes adresses hein, qui iront en s'améliorant, mais ça reste de bonnes adresses. Mais c'est aussi parce que c'est des shooters qui est un peu compliqué à défendre parce qu'ils peuvent prendre des tirs très vite et même avec pas beaucoup d'espace quoi. Donc il y avait cette force là.
additionné à un jeu sans ballon de très très bonne qualité, à la fois jeu sans ballon extérieur, derrière 3 points, mais aussi pour des cuts vers le panier, des fois il jouait l'appât, enfin des trucs assez cool. Donc ça, c'est un vrai apport positif. Et puis après, défensivement, pour cette partie-là, on a un peu ce côté bof, quoi, avec une vitesse latée, des bonnes mensurations physiques, une bonne taille, hein, une bonne puissance, mais une vitesse latérale qui manque un peu, quoi. Et du coup, on a un peu ce profil, j'allais dire un peu classique, et intéressant, efficace, et voilà. On a ça, pense on a Brooklyn, on a ça à Washington, on a ça avec un peu plus de responsabilité, mais grosso modo, c'est un peu le même truc à Indiana sur la première année. Et après, alors je sais plus à quel moment c'est, j'arrive plus à savoir si c'est à quel moment donné, vraiment, Oladipo se blesse à Indiana. En fait, il fait qu'une année. Il fait que 2018 et 2019. Il commence, il fait une vingtaine de matchs et ensuite il est blessé. Donc, C'est ça, c'est une voilà. vingtaine de matchs, ok. Et là où à Indiana se dit bon qu'est-ce qu'on fait? Et puis on va filer le ballon à Bogdanovic et ça marche très bien. Et c'est là qu'on découvre un leader offensif quoi. Et en fait le joueur star on dira, il est assez proche du joueur role-player, c'est juste qu'il est beaucoup plus alimenté. Il est aussi un peu plus efficace parce qu'il est un peu plus adroit. Je sais pas si c'est le rythme ou quoi, mais il est mieux. Mais c'est vraiment, c'est un peu le même rôle, donc vraiment shooter, vraiment jeu sans ballon, et puis contre-attaque. Alors, il y a aussi en parallèle, ça ajoute un peu plus de dribble, un peu plus de jeu sur pick and roll, mais c'est pas là qu'il est vraiment intéressant. Moi, je Bah, c'était pas un driver, effectivement. C'était plutôt un jump shooter. oui, et même sur ses drives, quand il le faisait, c'était pas fabuleux, quoi. C'était moyen, j'ai l'image. Mais voilà, quand passé ce cap-là, il devient une espèce de super scoreur extérieur, donc c'est très 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 valuable, quoi. Oui. Et après, bon, défensivement, il y avait ce côté intéressant qu'il avait quand même un physique où tu pouvais, surtout sur ce jeu allant en se modernisant, où tu pouvais le mettre sur le poste 4 pour avoir une espèce de spacing très très fort en attaque. Tu pouvais le mettre où c'était pas scandaleux, mais ça restait des problèmes ça restait pas un très bon défenseur, malgré un petit moment de hype où il a sérieusement gêné LeBron James pendant je sais plus quelle série de playoffs, où il a lui aussi droit au surnom LeBron James Stopper comme Boris Dio. Je sais pas où tu les trouves, tous ces surnoms, mais ils se sont donnés un peu gentiment quand même. Le Brand Stopper Bogdanovic. Ouais, mais alors, je crois pas que ma mémoire défaille, mais on pourra me contredire, mais il y a eu alors, c'est une hype qui a duré un match, je crois. Oui, oui. Mais il y a eu ce côté-là, oh là là, mais Bogdanovic a réussi à perturber LeBron James, quoi. Du coup, on s'est tous emballés, mais c'était Et en plus, à quel point c'était sérieux. vraiment le type de match-up qu'il préférait, je pense. C'est-à-dire plutôt en puissance, et lui, il est à l'aise sur ça. Alors que si tu lui demandes de défendre dans l'espace des petits meneurs ou des changements de direction, il va pas être très à l'aise. Et je pense qu'il était globalement plutôt neutre, voire neutre négatif en défense on-ball. Et surtout, très négatif aussi en défense collective. Donc, Oui. je pense pour moi, ça va tirer le profil vers le bas. Mais effectivement, comme tu dis, sur le match-up face à un gros ailier où il fallait un peu offrir de la résistance, c'est peut-être le seul match-up où il pouvait briller. Effectivement, il l'a fait. Ouais, du coup, ouais, joueur qui est. Alors, j'avais continué de plus pour ces années de un peu force scorer. Je sais pas pourquoi, mais je l'avais fait. Ah, t'avais un meilleur souvenir de son gros scoring et de son gros temps de jeu. C'est pour ça que tu l'avais mis aussi haut. Je sais pas pourquoi, je lui avais vu plus d'années à Indiana et je lui avais vu 2 années très fortes à Indiana, enfin de vraiment ce rôle-là, en fait, alors qu'en fait il en a qu'une. Mais en fait, grosso modo, des saisons à plus de 30 minutes de jeu par match, où les gros titulaires, etc., il y a 18-19 à Indiana et 20 à Utah. Et en gros, il est première option un peu par défaut en 19 et les autres, il est deuxième, troisième option, quoi. On peut dire. Mais on n'a pas noté qu'il est super efficace, quoi. Je veux Oui, dire, oui, tout à fait, ouais. c'est des options secondaires parce que c'est un peu son profil qui veut ça. Oui, mais alors c'est ce que j'allais dire, j'ai les chiffres là si tu veux. En termes de volume, on est sur voilà, deuxième, troisième option d'équipe, on va dire, même plutôt troisième que deuxième. Alors il commence un peu timidement, hein, 17% d'usage, 19% d'usage, 22, 19, 22 et 25 à Utah. Donc son plus gros volume c'est 25, ce qui est voilà, on va dire une petite deuxième option d'équipe. C'est pas non plus énormissime, mais par contre sur ces volumes qui sont pas très très gros, il a des efficacités de plus 5,
plus 6%, plus 8%, plus 9%, plus 10% même par rapport à la moyenne, ce qui est excellentissime et ce qui apporte aussi une assez belle valeur ajoutée quant à ce scoring à ce point efficace. Surtout en plus qu'il y avait son propre scoring qui était intéressant, donc quand il est balle en main et voilà, ce genre de choses. Mais en plus, il y avait aussi la menace de son 3 points qui crée du spacing aussi pour faciliter toute l'attaque d'autrui. Et ça, c'est un peu toute l'histoire du Utah, notamment en 2020 et ensuite 21-22, mais on sera hors décennie, mais notamment en 2020. Il fait partie un peu de cette équipe de Utah qui passe d'une équipe défensive, très défensive, à plutôt offensive. Ça passe aussi par l'ajout de Mike Conley, mais aussi de Bogdanovic. Surtout que Mike Conley, si je me souviens bien, il a des débuts un peu décevants, quoi. Ouais. Un peu blessé, la première année. Mais effectivement, alors je sais pas si tu as donné le chiffre tout à l'heure, mais 40% à 3 points sur 5 tentatives par match sur l'ensemble de la décennie, en tout cas l'ensemble où il est là. Donc c'est quand même un shooter d'élite, effectivement. Et avec une augmentation, enfin, ce pourcentage augmente Oui, au fur et à mesure qu'il a tout à des fait, responsabilités. Parce qu'au début, il est un peu en dessous, quoi. T'es même presque un peu déçu. Mais après, moi je trouve que l'intérêt de son profil, c'était cette efficacité, évidemment. Le spacing, bien sûr, donc le 3 points et l'impact du spacing sur les autres. Le jeu off-ball aussi, parce que c'était pas que du 3 points statique en catch and shoot. Hein. Finalement, il y avait aussi beaucoup de jeux en sortie d'écran et ce genre de choses. Donc, le shoot en mouvement, ça a beaucoup de valeur. Et il n'était pas aussi fort que des Korver ou des Redick sur ce jeu sans ballon et sur l'efficacité sur les tirs du jeu sans ballon. Mais par contre, il avait un autre avantage, c'était qu'il était beaucoup plus à l'aise pour de la création de balle en main que des profils comme Redick. Donc, c'est aussi, je sais pas si ça compense totalement, je sais pas si c'est meilleur, je sais pas si c'est pire, mais en tout cas, il y a ce profil-là très complet qui peut faire du jeu sans ballon, mais aussi avec ballon. Après, c'est vrai que pour moi, la limite, il y en a deux, c'est que la défense, déjà, qui a été mise en exergue à Utah, qu'on a bien vu les limites, notamment de la défense collective, de l'ensemble du groupe, mais notamment de lui. Donc, point d'interrogation de ce côté-là. Et puis aussi le passing, mine de rien, pour revenir un peu sur l'attaque, parce que, ok, il mettait des points quand tu lui donnais la balle, mais il faisait pas grand chose de plus. Donc c'est là-dessus où il y a moins de valeur ajoutée quand tu es simplement un scoreur de ton côté que quand tu es capable un peu de créer de la synergie et du jeu pour l'équipe. Donc j'ai un peu ces deux limites qui font que je veux un peu tempérer la très très bonne efficacité et voilà, il n'y a pas autant de rayonnement offensif qu'on voudrait peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup de passing. Alors je te rejoins, mais à quel point son jeu sans ballon, qui est une forme qui est un peu le même résultat que ce qu'a le spacing, Oui. mais d'une autre manière, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, je trouve pour le coup, il est vraiment très très fort. Je pense que alors, il y a Stephen Curry et le reste du monde, mais je pense qu'il est vraiment très haut dans le classement des joueurs sans ballon de ces années-là où il jouait, quoi. Hein. Oui, mais après, tu vois, comme on dit aussi, il a plus de création balle en main en tant que porteur de balle que des Korver ou Redick. Donc le fait qu'il n'y ait pas de passe, c'est après un peu plus grave parce qu'il avait des opportunités pour les faire, ces passes, quoi, en tant que sur pick and roll, quoi. Donc il y a un peu ce côté-là où, d'un côté, tu as envie de dire, c'est un bonus parce que tu prends Redick et tu lui donnes un tir sur isolation et sur pick and roll, c'est cool, un peu de dribble. Et en même temps, tu te dis, oui, mais du coup, il faisait pas grand-chose de plus, quoi. Parce qu'en tout cas, on reste un peu sur... Moi, je reste un peu sur ma fin sur le passing. Minutage de playoff, 856 minutes. C'est 151e de la décennie, donc c'est pas top. Après, c'est quand même plus que des Kobe, que des Tyloson, que des Gallinari, que des Rudy Gay. Donc c'est pas cata, mais c'est pas non plus beaucoup. Et du coup, le classement, où est-ce qu'on l'imagine? Ouais, alors moi j'ai mis assez haut parce que par référence, hein, du coup, tu vois, je regardais un peu les noms, je vois au hasard, hein, je vois Kevin Love. Attends, Kevin Love, 33e. 33e. C'est pour ça que je dis, je l'avais mis assez haut, hein. Mais je veux bien discuter. Alors je pense qu'on est sur, je crois, le plus grand écart de l'histoire de la saga. Parce que donc Kevin Love 33e. Et pourtant tu m'avais déjà fait le coup avec Demar DeRozan, Rudy Gay. Mais là j'avais raison. Là. Moi j'étais sur la 100e place en fait. Hein. J'étais à la fin moi. J'étais à la fin. Ouais, je veux bien que tu m'expliques comment tu fais. Parce qu'il y a 3 saisons de titulaire. Et alors peut-être pas à la fin, peut-être je veux bien qu'on le monte. Mais... T'as Donovan Mitchell, qui a 3 ans je crois aussi. Ouais, mais de go-to-guy avec un gros volume, avec du passing, etc. quoi. Avec du passing, mais pas de jeu sans ballon, beaucoup moins efficace. Ouais, mais beaucoup plus gros volume. Ouais, mais le volume, c'est presque un choix d'équipe en vrai. Et je sais que tu donnes pas beaucoup de valeur à des gros volumes, toi.
Bah oui, parce que pour moi, c'est un peu. Déjà, quand t'es désigné porteur de balle, t'as la primaire. Donc, suffit que tu sois tu penses un peu à toi, que de fait, tu vas avoir un gros volume. Et c'est pas forcément un choix collectif, en fait. Ouais, ouais. Mais j'avoue que je donne beaucoup de valeur au volume parce que de facto, c'est toi qui as les rênes, donc l'impact, il s'accumule assez vite quand c'est toi qui as tous les ballons, quoi. C'est un peu dans ce côté-là. Mais c'est deux façons de voir les choses. C'est un peu comme on dit avec des Rosanne. Soit tu dis, bah, sur les ballons, quelle est sa production? Et tu dis, bah, finalement, il n'y a rien, quoi. Donc par rapport à zéro, bah, il n'y a rien. Ou alors tu dis, bah non, mais le mec a quand même 30% d'usage et ça a une valeur d'avoir un tel profil, quoi. C'est deux façons de voir les choses, de dire, Oui, oui, mais comme dit, je reviens un peu sur ce que je disais. L'usage, et puis Dorzan est un exemple. L'usage, pour moi, il est pas forcément mérité, en fait. Tu vois? oui, oui, non, mais ça, alors oui, non, mais ça c'est un autre problème, effectivement. Mais pour moi, on est quand même sur un statut de star avec Donovan Mitchell et tout ça qui est quand même largement supérieur à ce qu'a pu être Bogdanovic, qui était troisième ou deuxième option d'équipe, mais un peu deuxième par défaut et pas une grosse deuxième, quoi. Donc j'avais un peu ce raisonnement-là et surtout, bah, tu vois, par rapport à Joe Ingles, pas tant que ça de différence pour moi. Toi, tu penses qu'un joueur qui tourne à une vingtaine de points par match, avec un true shooting qui est à chaque fois, je crois, c'est entre plus 6 et plus 10, un truc comme ça? Alors que sur 2 ans, c'est vrai, et c'est vrai que moi j'avais un peu à l'esprit plus, hein, que sur 2 ans, et qui, en dehors de ça, t'additionnes donc un espèce de mini Reddick à ces 2 années de go to guy, et qui est que deuxième son option, mais plus par son style de jeu, en fait. Tu vois? Ouais, ouais. Non, mais je faisais un peu le rapprochement. Alors, effectivement, il fait une année à 14 points par match, une année à 18, une année à 20. Le reste, on est sur quand même des rôles mineurs, hein. En termes de volume. Mais après, tu vois, Jungles aussi, il fait 3 saisons à plus de 30 minutes par match. Moins de points, mais tout aussi efficace et avec surtout du playmaking assez important. Donc j'avais un peu. Alors, je ne dis pas forcément le mettre à côté de Jungles, mais d'instinct, ça me paraissait pas évident que Bogdanovic était à ce point meilleur. Mais peut-être, alors, j'exagère peut-être aussi, mais un peu dans cette zone, on a Parsons aussi, tu vois, qui a 4 saisons. Encore une fois, 4 saisons à 30 minutes par match et des gros volumes et on va dire créateur secondaire, tertiaire. Mais tu vois, fondamentalement, je ne vois pas tant d'écart que ça entre Bogdanovic et Jungles, mais peut-être aussi que moi, je pénalise beaucoup plus sa défense que toi, tu peux le faire aussi. Je ne sais pas. Mais alors, comment tu prends, bon, je suis désolé, hein, mais DeRozan, oh, après, il a 10 ans, oui, c'est vrai qu'il a 10 ans, c'est ça. Bah, il y a ça aussi, ouais. Ouais. Oui, 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 oui. Bojan Bogdanovic, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12e pire valeur cumulée défensive de la décennie, selon le modèle de Basketball Index. 12e pire sur combien? Sur 600 et quelques. Alors, c'est qu'un modèle, on est d'accord, mais j'avais un peu ce souvenir-là aussi que c'était quand même pas fameux du tout. Mais non, mais je veux bien calibrer, mais je ne sais pas jusqu'à où remonter du coup. Non, non, mais après, Ingles, ça, ok, mais par exemple, qu'est-ce que t'en penses par rapport, Tony Allen, il est au-dessus de, Tony Allen est à côté d'Ingles, donc il est tout en bas, ouais. et même Beverley. Oui, 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 oui. Et, même- et tu vois, Jake Roder, qu'on disait que c'est un peu, Non, mais alors, je pensais le mettre. J'ai pris Ingles un peu comme en exemple. Je disais que c'était pas évident qu'il y avait tant d'écart que ça pour moi, au point de le mettre 33e, comme tu suggérais. hmm. Mais tu vois, la zone Gortat, Rudiger, Monta-Ellis, juste au-dessus, du coup, pas loin au-dessus. Je sais pas, Oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Gortat a pas mal de saisons. Non, non, mais oui, oui, oui. Je suis toujours un peu ce biais où le nombre d'années, je m'en fous un peu, quoi. Mais ouais, ouais, non, mais en plus j'étais parti sur 3 années de 20 points Oui, oui, avec cette oui, grosse adresse, quoi. effectivement. Non, mais là, il y a 3 années. Et puis des trucs sympas, mais c'est quand même pas top à l'échelle d'un top 100, quoi. Ouais, au-dessus de Monta-Ellis, par exemple. Je pense quand même. Après, j'en sais rien. Effectivement, Trevor Ariza, il fait 10 ans, 10 ans de role-player, shooter statique qui fait pas grand-chose. Ça peut s'argumenter que ça passe au-dessus. Effectivement, je suis un peu perdu, hein. Je suis un peu perdu. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, alors j'ai plus bien en tête Ariza, mais
Si tu compares le role-player Ariza contre le role-player Bogdanovic, sans même compter les années, déjà, comme dit, je me souviens plus bien des chiffres, hein, de exactement la carrière d'Ariza. Donc en plus, il a 10 ans comme ça. Et après, c'est à quel point tu donnes de la valeur. Parce que j'ai tendance à donner beaucoup de valeur à ces 2 années de Bogdanovic. Ouais, ouais. Parce que tu vois, son profil, il est vachement bien, quoi. Alors certes, t'as pas forcément envie que ce soit ton meilleur joueur, ça veut dire que ton équipe est pas terrible. Mais punaise, si c'est ton deuxième meilleur joueur, je trouve que t'es bien, quoi. Enfin, l'attaque, en tout cas, t'es bien, hein. Ou sinon, on le met au-dessus de Ray Allen. Donc au-dessus de Ray Allen, Siakam, Rudiger, Marcin Gortat. Cette zone-là, elle me va, hein. En vrai, Donc juste en dessous de Ariza et Tucker. Mais au-dessus de. Parce que Ray Allen a une saison All-Star en 2011, mais ensuite pas grand-chose après. Rudiger, bon, ça me va de le mettre au-dessus de Rudiger, effectivement. Ou alors c'est peut-être Marcin Gortat qui est un peu bas aussi, hein. C'est peut-être Marcin Gortat qui est un peu bas. il est un peu. Alors, moi-même, je sais qu'on l'aimait bien, mais je saurais plus te dire. J'ai plus de détails de sa carrière, donc vous l'avez un peu parlé. Mais ça reste un joueur assez sous-estimé, en fait. Je Ouais, pense que ça, c'est. Je sais pas à quel point c'était une Darling Analytics. pas tant Je que serais pas ça, étonné que ça le soit. mais toujours des bons chiffres d'efficacité et toujours des bons chiffres défensifs. Et il le fait sur 7 saisons, grosso modo. Ouais. J'aurais presque envie de le remonter lui aussi, mais bon, laissons ça comme ça. Ok, bah mettons le Bogdanovic autour de la 84e place, en dessous de Ariza et Tucker, et au-dessus de Ray Allen et Siakam. Ouais. Euh, ok, ok. Est-ce que Tucker est pas un peu trop haut? Bref, Il est peut-être avançons. un peu haut, Tucker. Ouais, Mais après, il y a. Enfin, il est très précieux aussi, quoi, dans son rôle. Un peu de ce qu'on disait pour. Mais c'est vrai qu'on les a pas mal descendus, les Capella, les Borusio. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ok, avançons. Sinon, Sans sache que tu seras jamais satisfait complètement de ton non, classement, hein. jamais, jamais. Alors peut-être dans l'épilogue, on verra ça. Mais bref, donc petit quiz pour finir. Qui est dans l'effectif? Et donc, bah, c'est ce fameux Indiana 2019 qui t'attend plus, où il est le leader de cette équipe. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs de cette équipe des Pacers 2019? Alors, je sais que je vais déjà mélanger pas mal l'équipe d'Indiana. Donc, Oladipo, non? Ouais. Sabonis, du coup? Oui, tout à fait, tout à fait. Turner? Oui, Euh, Thaddeus Young? oui, tout à fait. TJ Warren? Non, TJ Warren n'est pas là, n'est pas là. Est-ce qu'il n'y a Par pas contre, eu, c'est pas là où il y a eu un repassage de Lance Stephenson? je crois que c'est l'année d'avant. Il n'y est pas Ok, cette année-là. Là, il est aux Lakers, Stephenson, en 2019. Mais ok. par contre, on a un autre prophète, un autre phénomène. Ah, Tyreek. Exactement, c'est l'année Tyreke Evans. Tiens, on a aussi le meneur titulaire qui est un Attends, il n'y meneur a pas de. McDermott? Oui, McDermott est là, effectivement. Et le meneur, je te disais, c'était un meneur qui a fait la décennie en étant moyen as, on va dire. UCLA. Collison? Exactement, Darren Collison est encore là. Sa dernière année en carrière, je crois. On avait quelqu'un qui est un des meilleurs 3&D de la décennie et qui était venu en fin d'année après avoir été coupé, enfin après avoir été faire un buyout avec les Knicks. En fait, il part de Dallas, il est échangé contre Porzingis aux Knicks, mais il joue pas beaucoup aux Knicks et il vient finir l'année à Indiana, un ancien de Portland. Ah, Wesley Matthews. Wesley Matthews, effectivement, il est là, avant d'ensuite d'aller à Milwaukee. On Il n'y a avait. pas un Joe Young ou un truc comme ça? Alors, c'est juste avant Joe Young, je crois que c'est 2017, Joe Young. Et il n'y a pas un pivot avec un nom nigérian? Oui, tout à fait, de J'ai plus UCLA son nom. également. Je te l'accorde, c'est Ike Anigbogu. Ouais. Qui a une petite déception. Oui, tout à fait. Je crois drafté au premier tour, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, fin de premier tour, je dirais. Et d'ailleurs, on a un thème UCLA, puisqu'il y avait un autre intérieur de UCLA, un poste 4 israélien, qui jouait dans l'équipe de Lonzo Ball. Ça te dit rien, ça? Ah, comme ça, là, non. Non, c'était TJ Leaf. Ah oui, non, l'israélien, il m'a perdu. Mais de toute façon, j'aurais pas trouvé, hein. Mais l'israélien, ça, j'avais pas l'esprit, tu vois. On avait un ancien meneur backup qui a fait les Spurs, qui a fait les Raptors, qui a fait les Kings. Corey Joseph. Exactement, Corey Joseph. J'ai même pas eu besoin d'utiliser mon indice. Nul. On avait un des frères Holiday. Eh ben, l'autre. Alors, Je sais plus, c'est Justin ou. non, c'est pas Jrou, c'est pas Justin. Ouais, mais je l'ai plus, l'autre. C'est que des J, de toute Oui, façon. oui, c'est que des J, mais c'est Jérémy, Julien.
Jacques? Non, c'est Aaron. Aaron Holiday. Puisque c'est Oui. les 3 J. C'est les 3 frères en J. C'est Justin, Joe et Aaron. Ouais, mais en plus, oui. Blague totalement nulle de ma part. Et puis, non, après, je t'ai parlé les derniers. Kyle Quinn était par là. Kyle Quinn était par là. Pas eu, non. Davon Reed était par là aussi. Et surtout, le fameux Alize Johnson, qui était oui. le nouveau Jimmy Butler, drafté, qui était projeté au premier tour. Je crois qu'il n'était pas drafté au premier tour, mais bref. Qui finalement n'a rien donné. Et donc voilà pour ce Indiana 2019.